Alors, bienvenue. On va poursuivre notre séminaire avec l'intervention de Yves-Marie Visetti. Yves-Marie Visetti est directeur de recherche émérite, CNRS, on dit. Même plus émérite. Enfin, Même plus émérite. Au-delà de... Alors, il est mathématicien de formation, mais il s'est rapidement converti à la linguistique en travaillant sur l'épistémologie des sciences du langage, des sciences cognitives et des sciences de la culture. tardivement. Son travail en linguistique s'inscrit dans le cadre d'une théorie des formes sémantiques qui développe une perspective d'inspiration phénoménologique et gestaltiste sur l'activité des langages. Il s'agit surtout d'aborder pour lui et ses collègues avec lesquels il a écrit, d'aborder des questions traditionnelles de la linguistique textuelle et interprétative pour les reformuler dans un cadre dynamiciste en abordant les appréhensions des significations selon un modèle homologue à celui du déploiement perceptif. Pour cette raison, mais encore, corpus, ont été composés dans ces livres d'expressions idiomatiques et de proverbes. L'idée de concilier la perceptibilité et la socialité du sens. Il a écrit plusieurs livres en collaboration. Par exemple, avec Pierre Cadio, il a écrit 2 livres pour une théorie des formes sémantiques, motif, profil, thème en 2001, et motifs et proverbes, essai de sémantique proverbiale en 2006. Avec Victor Rosenthal, il a écrit une biographie intellectuelle, celle de Wolfgang Köhler, auquel on doit la version la plus accomplie de la Gestalt théorie, pour les belles lettres, collection Figures du savoir en 2003. Et je te laisse la parole, chère Yves-Marie. Bon, j'aurais, je sais pas, moi, toutes sortes de précautions oratoires à faire avant de commencer, mais rapidement. Donc, je ne sais si ce que je vais dire va être tout à fait posé, pertinent, etc. Et en tout cas, c'est fortement, j'allais dire, orienté, pour ne pas dire biaisé, par mon seul travail réel en sémiotique et qui a été dans le département linguistique, si je puis dire. Et donc, ma façon d'utiliser les notions de la sémiotique est fortement héritée de ce passage qui a duré pas mal d'années, en particulier avec Pierre Cadio et d'autres. Et cela étant dit, ce n'est peut-être pas une faute majeure. Déjà, en quelque sorte, il y a une centralité des notions théoriques permettant d'aborder les faits linguistiques dans la sémiotique depuis toujours, sauf que ça n'est plus nécessairement la prédominance, disons, structurale qui s'observe. Et puis, deuxièmement, cette idée, enfin, de ne pas séparer initialement les catégories du langage et de l'esthétique, voilà, reste toujours d'actualité. Hein. Donc, cette idée de perceptibilité, cette idée d'une perception sémiotique d'emblée a été travaillée par pas mal de personnes ici, je sais pas, par exemple par Jean-François Bordron. Et dans mon travail en linguistique, j'avais en particulier pas mal travaillé, ou disons nourri, problématisé, une certaine notion de motif, disons conçue explicitement, enfin sur le mode sémiotique, hein, comme inséparablement expression et contenu, si vous voulez, et dans lequel se croisent pas mal des questions que, par exemple, nous venons de voir traiter dans l'exposé précédent, c'est-à-dire la question de l'entrecroisement permanent de singularité et de généricité dans la notion de motif. Et en quelque sorte, c'est une notion qui vient dès qu'on s'attache à l'expressivité en y reconnaissant une intrinsèque dimension de reprise. C'est la reprise qui compte, c'est la répétition, et singularité comme généricité se laisse en quelque sorte déduire, entre guillemets, de cette vocation à la reprise, y compris la première fois. Quelque chose émotif, lorsque ce quelque chose s'annonce dans une présentation, un événement, une manifestation, et se présente comme potentiellement voué à la répétition. Alors, avec son instabilité, son altérabilité, bon, bref, vous pouvez... il y a toute une rhétorique autour de ça que tout le monde connaît, les fluctuations. Voilà. Il y a une intrinsèque altérabilité du motif qui rejoint aussi les problématiques de Wittgensteiniennes sur la question qu'on retrouve en particulier chez Antonia Soulez, chez Christiane Chauviré, etc. Bon, voilà. Et donc, l'invitation des organisateurs, j'ai essayé de
de reprendre un peu la réflexion là-dessus, sur motifs et diagrammes. Alors, diagramme, ça, c'était anciennement la faute de Noël Batt, qui a, dans sa revue TLE, eu toute une série de numéros qui me concernaient, j'allais dire, directement dans mon travail à l'époque, motifs, diagrammes, nouveau régime de pensée, et puis force et figure, hein, donc, qui aussi avait des résonances assez directes en linguistique et en théorie littéraire, bien sûr. Alors, voilà, donc, mais j'ai voulu reprendre la réflexion en, en me, euh, en démarrant, en commençant avec une petite réflexion allégorique sur la notion de valeur. Et voilà, vous savez que Saussure explique que valeur, sens, signification, tout ça, il faut traiter ces mots comme des synonymes brutalement, et ces valeurs qu'il retient très souvent, et en particulier en disant, voilà, la valeur linguistique, c'est quelque chose qui se trouve au croisement de deux dimensions. Il faut penser qu'il y a des choses semblables qui peuvent se comparer, un mot pour un autre, un mot dans un autre, un mot prédiqué avec un autre, ça se compare. Et puis, il y a des choses qui s'échangent, dissemblables, qui ne sont pas similaires, et il emploie le mot échange. Bon, pour cela, c'est-à-dire un mot pour une chose, si vous voulez, entre guillemets, un mot pour un thème, un mot, voilà. Donc, et il dit, c'est une énigme, cette espèce de coïncidence et de compatibilité de ces deux directions de la valeur, qui est, je crois qu'il dit, ça fait le désespoir de l'esprit de les concilier. Et donc, je vous le propose, donc, et vous voyez que dans son allégorie, si vous voulez, entre comparant la monnaie et le langage, hein, bien sûr, il y a l'idée que la monnaie est déjà constituée. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer par une allégorie, par exemple marxienne, hein, si vous voulez, qu'on trouve au chapitre 1 du Capital, et dans lequel la monnaie n'est pas encore constituée, puisque ce chapitre 1 essaye de jeter les linéaments d'une théorie de l'émergence de la monnaie et j'allais dire, de la stabilisation quantitative de la valeur, hein. Et donc, va prendre le modèle de l'échange comme allégorie de la valeur sémiotique. Et dit Marx, dans l'échange, le troc, si vous voulez, chaque item échangé exprime ou trouve sa valeur dans le corps ou la figure de l'autre avec lequel c'est échangé. Et donc, en quelque sorte, cette valeur énigmatique que l'item échangé ne possède finalement pas par devers lui-même, mais qu'il trouve dans l'échange, c'est cela par quoi tout commence, hein. Et donc, cette allégorie devance celle de Saussure, si vous voulez, puisque la monnaie n'est pas encore constituée. Et donc, ce que vous voyez, c'est que à la faveur de ces transactions, du troc, on ne peut pas dire qu'il y a comme une équilibration réciproque de valeur ou de potentiel de valeur qui serait inhérent à chaque item, hein. Chaque item trouve sa valeur et l'exprime dans le corps de l'autre, hein. On commence comme ça. Et donc, on doit renoncer à cet imaginaire qui voudrait s'en remettre à des valeurs attachées en propre à chaque locus, à chaque item, circonscrit d'avance, hein. Et même une perception, j'allais dire, gestaltiste des relations, vous savez que bon, les gestaltistes, Köhler en particulier, estimaient qu'on percevait les relations. Par exemple, la relation plus grand qu'eux, elle n'est pas déduite, ce n'est pas une inférence logique, elle est immédiatement perçue. Donc, toutes sortes d'expériences animales en attestaient, hein. Bon, alors, passons. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce que, en quelque sorte, il y a une transitivité, une spécularité de cette valeur. Parce qu'évidemment, vous échangez une fois, mais pas qu'une fois. Vous rentrez dans le circuit de l'échange et vous continuez. Et donc, la valeur de chaque item échangé, elle est toujours vue sur le fond des transactions ultérieures que je pourrais faire avec. Je ne vais peut-être pas tout consommer. Je vais continuer à échanger. Et progressivement, une conception de la richesse comme valeur, j'allais dire, euh, tracée à travers ces lignes de conduction de l'échange et de la transaction, eh bien, se fait jour. Et la richesse, c'est grosso modo ce que les autres considèrent être la richesse. La richesse, comme dans le modèle justement d'émergence de la monnaie des économistes Alieta et Orléans, c'est essentiellement ce que les autres croient qu'elle est. C'est-à-dire que, grosso modo, et ça, on trouve à peu près la même chose chez Marx, vous allez commencer à échanger des choses, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous savez que les autres vont vous les demander après. Donc, et pourquoi les autres vont vous les demander après? Mais exactement pour la même raison. Et donc, il se crée un circuit récursif, totalement emmêlé, dans lequel voilà, la valeur comment dire, se crée finalement et se découvre en tout cas. Alors, vous voyez que ça pose un problème terrible pour la phénoménologie, je dirais, parce que la valeur en question, elle surgit de façon écliptique.
dans un entre-deux et dans un hiatus de l'expérience. Pourquoi est-ce que finalement j'ai accepté d'échanger mon thé contre du café ou je ne sais pas quoi? Jamais je ne saurais exactement, hein, pourquoi j'ai accepté. Donc, il y a un hiatus de tout ce qui fait continuité des valeurs, sinon dans une première présentation sommaire de la valeur dans l'expérience. Et donc, elle est immédiatement dénaturalisée. Et donc, il y a la surenchère, le chaos éventuellement, hein, lorsque se précipitent des crises dans l'estimation de la valeur. C'est une valeur sans fondement. Et elle nie justification ultime. Et elle rejaillit évidemment sur les items échangés auxquels elle paraît un temps s'intégrer. Mais il y a discontinuité, intermittence, imprévisibilité, incertitude de toutes les lignes de motivation au fondement de ce processus que donc chez Marx s'appelle d'expression croisée initialement, mais on exprime quoi? On exprime une recherche de valeur essentiellement. Donc il y a déjà des ports de l'attention vers la recherche de quelque chose qui est une valeur mythique, spéculaire en tout cas, spéculative, et non plus nécessairement lien naturalisé, même si le corps est impliqué, hein, bien sûr, avec la valeur en question. Donc, alors ce qu'on voit aussi, c'est que il y a un entrelac des genres de formes mises en transaction. Et d'ailleurs, ces genres de formes ne sont plus, ce qu'on appelle un genre, n'est plus du tout ontologique, puisque n'importe quoi peut s'échanger avec n'importe quoi. Et donc, le principe de continuité des genres, on va dire bientôt sémiotiques, hein, dans cette allégorie, eh bien, ne ressortit pas des critères ontiques. L'ontologie est explosée par cette pratique, hein. Donc, et l'homogénéité aussi, c'est pareil. Donc, ce qui fait qu'on décide qu'il y a un régime et un genre sémiotique de forme, eh bien, cette homogénéité, elle repose sur une indéfinité possible de valoir pour, qui en assure la légitimité, pour ainsi dire, hein, une sorte d'équivalence, qui assure la continuité interne des genres. Et donc, vous voyez qu'il y a un paradoxe d'une mise en continuité, qui repose sur des estimations, mais aussi sur des moments décisifs et totalement éclectiques, et des hiatus, qui sont comme des interstices dans l'expérience, hein. Des interstices dont on ne sait pas très bien comment rendre compte, hein. Donc, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, hein? Bon, et il en va de même concernant donc les valeurs, qui sont de nature spéculative. Donc voilà. Et alors évidemment, progressivement, vous pouvez vous faire tout le roman phylogénétique ou autre que vous voulez, ou historique, il y a des tenants-lieux, des tierces parties qui s'introduisent, hein. Et donc, c'est la métaphore de la monnaie et des prix. Donc, à la fois une arithmétique et une géométrie essayent de devenir des garants et des fixateurs de la valeur. Donc, c'est là on arrive à l'idée de monnaie ou de structure d'ailleurs, hein. Voilà, la structure, c'est quelque chose dans lequel on fixe et on répartit les valeurs, hein, et on crée des agencements relativement stables et dans lesquels les transactions s'opèrent et donc, semble-t-il, se fixent pendant un certain temps sur une certaine forme de régularité, hein. Bon, alors, deuxièmement, au cœur de la transaction, déjà, restons encore un petit moment sur cette allégorie du troc, jouerait quelque chose de l'ordre d'une prédication. Alors pourquoi? Parce que dans l'échange que je fais de mon thé contre du café, on peut se demander si le café va garder le goût de ce thé que pour lui j'ai sacrifié. J'ai sacrifié mon thé, j'ai acquis du café, mais il y a une traînée, il y a un sillage de ce moment d'échange, hein. Et donc ce café va-t-il être mon nouveau thé? Ou bien au contraire, en quelque sorte, le bien cédé va s'oublier, c'est-à-dire le thé que j'ai cédé va s'oublier dans la nouvelle acquisition, hein. Et donc, et d'ailleurs, tout ça est toujours révocable, hein. Donc, voilà. Donc, parallèlement, évidemment, il y a les protagonistes, il y a ces fameux échangistes là, qui échangent leurs items. Bon, voilà. Et donc, qui vend, qui achète, est-ce qu'on peut parler de vente ou d'achat encore à ce stade-là? Non, pas vraiment. Qui gagne ou perd? Comment se profile? C'est qui et c'est quoi qui se qualifie réciproquement dans l'échange? Et donc, le monde de la vie, avec ses formes d'existence, se trouve augmenté, subverti par les genres de la transaction, par les mille façons de s'y orienter, d'en garder les stigmates. Voilà. Donc, vous voyez que donc il y a des sortes de quasi-prédications croisées entre les items, hein, voilà, échangés, et qui enrôlent les items dans le système marchand, le biato sémiotique, et puis ça va de pair avec des quasi-co-énonciations qui enrôlent les protagonistes et leur démarche dans ces protocoles d'échange. Alors évidemment, c'est très simpliste, c'est une allégorie, mais même les allégories dont on sait qu'elles sont extraordinairement défectueuses nous sont utiles. Et c'est toute la différence j'allais dire, entre la pratique humaine de l'analogie et la pratique animale. Voilà. Donc, pratique humaine, on a toutes nos analogies sont défectueuses, mais on en tire quelque chose. Voilà. Donc, et donc, simpliste, il n'y a que deux items, il y a deux protagonistes, elle les individue, elle les quantifie a priori, elle les traite comme des termes constitués. Bon, bref, tout ça est très mauvais. Mais ça nous, comment dire, et ça nous laisse malgré tout dans la nécessité
de traiter cette poursuite de la valeur, et même cette valeur, si nous-mêmes nous cédons au mythe de son existence, comme, je ne sais pas, un horizon toujours fuyant, comme une géométrie ou une quantité qui détermine et redirige l'attention sur sa propre circulation, hein, donc la monnaie ou la structure, hein, voilà, ou bien comme profondeur aussi de la nouvelle diversité motivationnelle et thématique qui désormais en dépend, et dont elle dépend tout aussi bien, parce que si l'échange s'arrête, si le désir et l'appétit d'échanger s'enfuient, ben, voilà, la monnaie s'effondre et disons, cette prégnance de la valeur parmi nous également se volatilise, hein. Donc, tout un défi pour toute tentative de réduction logique ou quantitative. Et un défi tout aussi bien pour le projet d'une restitution phénoménologique du hiatus présent au cœur des transactions. Alors, évidemment, bon, on peut la complexifier, cette allégorie de la transaction proto-marchande, disons. Alors, on l'avait fait partiellement, mais pas mal, avec Jean Lassègue et Victor Rosenthal, dans un article qui était paru dans l'Homme. Bon, je ne vais pas donc, y revenir, mais peut-être on peut dire que finalement, on doit élargir, on doit quitter un peu cette allégorie du troc et penser, c'est le mot, on garde le mot transaction, si vous voulez, mais on élargit démesurément la sphère, hein, pour englober toute participation d'un item M1 disons, et d'un item M2 à une assignation de valeur. Voilà. Et même pourquoi M1 et M2, M1, M2, MI, MN, enfin tout ce que vous voulez. Pensez par exemple à, je ne sais pas moi, une construction grammaticale. Construction grammaticale, vous avez L1, L2, Ln, dans une vision très naïve, hein, et vous avez une construction, et puis des flèches qui vont de ces items lexicaux, qui vont s'intégrer à des places soi-disant prévues par la construction, qui leur envoient en retour d'autres flèches, réciproques, pour leur assigner des rôles. Voilà. Donc, vous voyez que la notion de transaction pourrait, en quelque sorte, changeant d'imaginaire, quittant l'imaginaire du troc, et aller vers un imaginaire lié à la théorie mathématique des catégories, dans lesquelles essentiellement, on s'intéresse au réseau de flèches. On quitte le paradis kantorien de l'individualité des substances ou du paradis ensembliste comme des espaces déployés, et on s'intéresse essentiellement aux règles de fléchage qui relient ces items, hein. Et donc, à ce moment-là, vous voyez qu'il pourrait y avoir des catégories, entre guillemets, correspondant aux productions d'un certain régime de sémiose. Voilà. Et donc, les flèches pourraient aussi bien représenter un sous-objet, une diagrammatisation, la survivance d'une œuvre dans une autre, enfin, tout ce que vous voulez. Mais ça n'est qu'un imaginaire, hein, et ce n'est certainement pas une tentative de modélisation. Voilà. Et donc, en quelque sorte, on s'intéresserait, dans cette évolution imaginaire de la sémiotique, à des réseaux de flèches représentant notamment des conductions de valeurs, pour toutes sortes de raisons, évidemment, hein, et qui s'enchevêtrent. Et puis, on s'intéresserait d'abord à ça, à la limite plutôt même qu'aux items en question. On regarderait essentiellement les réseaux de flèches. Bon, alors, cependant, en sémiotique, on n'est pas seulement une sorte de géomètre de la circulation de la valeur, hein. On ne s'intéresse pas seulement à des patterns formels de transactions, à la géométrie des ensembles de flèches notant les transactions. Donc, on voudrait être aussi phénoménologue, me semble-t-il. Et donc, on voudrait traiter de ce qui nous apparaît et d'abord à nos sens. Et donc, on se préoccupe de venue à l'existence des formes, de Bildung, hein, de formation, de micro-genèse, de morphogenèse, de formes naissantes, et pour ainsi dire, en quête de valeur. Donc, le regard du phénomène du sémioticien, de la sémioticienne, est donc partagé, hein, nécessairement constitutif, je veux dire par vocation disciplinaire. Sa tâche est multivoque, parce qu'il traite de l'impact, à même le matériau, à même nos corps, à même nos champs de conscience, de formes entraînées dans un jeu et sensible et évaluatif. Et donc, par vocation, par institution, tributaire d'un diagramme de transaction, Et vous voyez que dans cette allégorie transactionniste, hein, même le devenir, terme qui évoque beaucoup la continuité, hein, est lui-même appréhendé, ou en tout cas peut toujours l'être, comme procédant d'un réseau de telles transactions et par conséquent de tels hiatus, hein, voilà, donc ça interroge même la possibilité d'une histoire ou d'une géographie de la valeur et de ce qu'elle atteint, hein. Et d'ailleurs aussi, ça nous oblige à nous demander quel est le rôle de la théorie. Donc,
partagé entre j'allais dire, une géométrie incomplète et un peu bancale des réseaux de circulation de valeurs et une phénoménologie qui ne sait pas trop quoi faire de ces moments qu'elle traite si mal, hein, qui sont des moments écliptiques et comment dire, qui semblent rompre avec le discours soit de la constitution par les consciences, soit constitution intentionnelle, soit, disons, par le biais essentiellement d'un être au monde corporel. Parce qu'il y a un être au monde corporel, mais quand il est hanté par le problème de la valeur et ballotté par ce problème de la transaction, ça devient autre chose. Donc, une phénoménologie sémiotique qui voudrait prendre ça en compte dès son moment premier est quelque chose de difficile. Hein. Donc, j'ai éventuellement de lunettes. Voilà. Donc, ça implique de toute façon que la théorie, me semble-t-il, si elle veut rester proche de comment dire, de cet écartèlement premier, eh bien, elle doit rompre avec tout projet de constructivisme intégral ou tout projet générativiste. C'est totalement impossible. Hein. Elle doit peut-être se reporter sur l'institution, les sédiments et les gestes innovateurs. Mais voilà, donc les relater. Bon, alors, en tout cas, on a parlé de diagramme de transaction. J'ai commencé à introduire le terme, et donc, évidemment, ils infiltrent notre praxis perceptive, puisqu'elle est tout entière guidée par cette inquiétude sur la valeur de ce qu'on fait et de ce qu'on rencontre. Et valeur qui rentre, qui n'est pas déductible naturellement. Hein. Donc, mais ces diagrammes de transaction relèvent de l'ordre perceptif. Hein. On ne va pas prendre le terme directement dans sa version formaliste. Donc, les réseaux de transactions ne sont pas des êtres formels livrés hors perception. Ils sont aussi matière à perception et action. Ils se présentent à nous, ils nous conditionnent selon cette variabilité sensible même. Ils relèvent, si vous voulez, d'une histoire impossible, hein, de la perception, impossible, et d'un apprentissage et d'une mémoire des items, une certaine mémoire, des items qui ont fait l'objet de transactions dans ces réseaux. Hein. Et donc, il y a ce mélange item et transaction. Donc, dont le statut sémiotique est fondamentalement incertain et équivoque, pourrait-on dire. Hein. Et dans ce jeu d'expérience, hanté par la question de la valeur. Voilà. Donc, et à cela s'ajoute que l'abord phénoménologique lui-même peut relever de genres divers. Il y a quel rapport entre le style de Husserl, celui de Merleau-Ponty, peut-être celui de Michel Henry. Bon, voilà. Donc, on peut avoir une phénoménologie qui est orientée sur la restitution d'un habitus premier, sur les routines génériques de notre être au monde. Et on peut avoir une phénoménologie qui, au contraire, veut tenir pour essentiel dès le début la rencontre des singularités et l'illimité du regard face à l'œuvre, face à une pièce sensible, un morceau de sensation qui résiste face à nous. Bon, voilà. Donc, difficulté liminaire pour toute phénoménologie sémiotique et pour toute sémiotique, hein, voilà, me semble-t-il. Hein. Et en particulier, donc, avec une discussion nécessaire sur la notion d'expérience appropriée, qui est toujours sémiotiquement infiltrée. Et donc, ça implique que la notion le temps ne peut pas ressortir cette vision très épurée qu'on trouve dans les leçons husserliennes, où, grosso modo, il y a une sorte de diagramme vide avec des rétentions, même les protensions qui sont pourtant évidemment citées ne sont même pas graphiquement représentées. Donc, il y a quelque chose, puisque tout le temps est entièrement remodelé par les circulations de valeurs qui nous importent. Hein, et donc, en quelque sorte, déjà, par exemple, la notion d'un rythme, la notion d'une attente qui est conditionnée par, j'allais dire, le format valorisant qui patronne ou encadre telle ou telle expérience dans laquelle on est plongé. Déjà, ça fait que le temps coule plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et on voit bien donc qu'on ne peut pas partir d'une notion, et donc ça veut dire même qu'il y a un trouble disons, dans l'idée de causalité, hein, dans l'idée de logique de consécution, à cause de ça, semble-t-il. Bon, j'ai pas assez pensé ça, mais disons que il faut le dire en passant. Donc, voilà. Alors, donc, en quelque sorte, ressemblance, reproduction, répétition et valorisation de tous les items porteurs de valeur, les signes, si vous voulez, s'ordonnent à partir d'un valoir pour, c'est-à-dire certainement jamais à partir d'une positivité étalon, d'une simple positivité, d'une simple factualité. Bon. Et donc, il y a une variété de principes de reprise
de répétition, avec altération, débordement, liaison, déliaison. Bon, alors je n'ai pas le temps d'entrer, ça j'aurais pu dire, mais pourquoi qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle phénoménologique, par exemple, husserlien? C'est-à-dire qu'on voit bien que le modèle, par exemple, du noème perceptif, qui est développé dans IDN 1, l'arbre dans le jardin avec les esquisses, etc. Et on voit bien qu'il faudrait une mutation du noème perceptif en un agencement, entrecroisement d'aspects exprimant comme tel des constellations de valoir pour. Et donc, déjà plus ou moins émancipé de la simple temporalité du flux d'esquisse, donc corrélé à d'autres sortes d'actions. Et donc, bon, voilà, je ne continue pas dans cette direction. Donc, bon, donc on en est rendu à ce problème de l'étirement aussi de la valeur, de ce qu'on peut appeler valeur sémiotique, hein, qui est tendu par constitution entre plusieurs perspectives et régimes de valorisation, et qu'il est très difficile d'isoler dans un seul régime. Puisque, encore une fois, le principe de cohésion et de continuité des valeurs n'est pas substantiel, ne réside pas dans les attributs antiques d'une substance homogène, ne réside pas dans le vécu d'une expérience réduite à des instants de présentification, à une certaine forme de qualité qui, soi-disant, s'y prouverait. Tout ça, c'est des étalons illusoires, totalement dissipatifs. Et par ailleurs, encore une fois, il y a toute une discussion sur le mot même d'expérience, qui tantôt peut être tiré du côté d'un vécu totalement dégradé dans le ressenti contemporain, le fameux ressenti, bon, mais d'un vécu à Leibniz en allemand, ou bien du côté d'une expérience construite, mémoire, apprentissage, langage, historicité, etc. Alors là, bon, dans la discussion sur ces questions, c'est le mot Erfahrung qui est en général employé. Bon, et donc, il y a une espèce de duel entre ces deux conceptions de l'expérience. Et là aussi, ça me paraît très, très difficile d'entièrement se fier à l'une ou l'autre acception, à supposer que les polarités soient bien établies. Voilà. Donc, je continue. J'essaye d'aller... Voilà. Donc, évidemment, donc vous voyez que j'ai beaucoup insisté sur l'incertitude, l'indétermination. Bon, évidemment, en même temps, l'effort de constituer des normes, des catégories, si vous voulez, de formation, de présentation, de circulation, c'est capital. Hein. Parce que sinon, si on n'a pas une production régulière, comme fond constant de la vie, relativement encadré, tout s'évapore. Et donc, tout ce qui est nouveau, étrange, etc., ne se peut qu'avec le soutien des normes reconduites, des pratiques disciplinées et d'un fond d'habitus invétéré. Sinon, tout s'évaporerait après avoir été tenté. Donc, il y a ce trouble aussi fondamental dans la valeur. Et d'ailleurs, ce trouble, vous le voyez aussi, je reviens à l'allégorie, pas du troc, mais de la monnaie. Hein, dans le modèle de la monnaie d'Alieta et Orléans, ils ont un modèle donc, dans lequel c'est essentiellement donc, la richesse, le principe de la richesse. Alors, il n'y a pas de principe de la valeur, contrairement à ce que Marx pensait, par exemple, qui lui la voyait dans la quantité de travail immobilisé dans chaque item, dans chaque marchandise. Hein. Travail vivant au travail mort, hein, cumulé. Donc, les thèses de ces économistes, c'est qu'il y a une sorte de mimésis totalement dérégulée, où chacun imite l'autre dans la recherche. Chacun imite ce que fait l'autre, chacun imite et poursuit les items poursuivis par le désir de l'autre. Hein. Chacun recherche et considère comme richesse ce que les autres considèrent comme tel, et récursivement pour les mêmes raisons. Mais ça ne leur suffit pas. Et il y a une seconde dimension qui rejoint ce qu'on vient de dire sur la normativité fondamentale, et bon, voilà, que les auteurs, alors ils sont gênés, ils identifient ça comme une nécessité souveraine de la monnaie. Il faut quand même que quelque chose, comme que la monnaie apparaisse souveraine par un biais ou un autre, ou bénéficie de la souveraineté de l'instance qui la met en circulation. Hein. Ils disent qu'il y a éventuellement une dette primordiale, une dette de vie qui rattacherait les acteurs à la totalité organisée de la société. Voilà. Et bon, vous voyez que aussi dans ces régions-là, qui ont une vision très sémiotique finalement de la monnaie, purement même, on pourrait dire sémiotique, et qui n'en recherchent pas les fondements, qui ne disent pas que la monnaie est un simple affichage d'une valeur acquise par ailleurs, ni que c'est une marchandise comme les autres. Voilà. Donc, il y a le thème également de la réflexivité. Donc,
Je passe, c'est pas… bon, voilà. Simplement, ce qu'on appelle réflexivité, ça n'est pas nécessairement thématisation explicite, parce que ce que je voulais dire, je n'ai pas le temps de creuser, de vous lire ce que j'avais écrit à ce propos. Alors, également, je reviens à mon biais personnel sur la linguistique. Alors, en linguistique, à l'époque où j'ai commencé à en faire, faisait rage, comme à beaucoup d'époques, le débat sur… bon, il y avait des linguistiques qui étaient très référentialistes, c'est-à-dire qui estimaient que la valeur linguistique s'abordait au mieux à partir soit de la désignation réussie à partir d'items linguistiques de telle ou telle chose rencontrée. Bon, par exemple, le modèle des noms propres de Kripke, étendu au modèle des espèces naturelles, c'était ça, c'était des désignateurs rigides de quelque chose que l'on rencontre. Mais il y avait aussi, beaucoup plus fréquent en linguistique, il y avait un modèle catégorisant, taxonomique, classifiant. Donc, grosso modo, un item lexical, c'était essentiellement la consignation et la mémorisation des propriétés, des référents, qu'un usage correct du matériel lexical permettait de désigner, traiter, thématiser, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, vous voyez que si vous revenez à notre petit schéma transactionnel, vous voyez qu'il vaut mieux non pas penser que la référenciation, c'est le rapport entre une intériorité du langage et une extériorité référentielle. Il vaut mieux faire comme dans les schémas économiques et les mettre parallèlement. Donc dire, comme vous voyez les schémas aussi, je crois, chez Marx, argent, marchandise, argent. Bon, donc c'est des schémas de transaction. Ils sont sur le même plan. On ne met pas la monnaie en haut, en bas. Donc voilà, ils sont sur le même plan. Et donc, la référenciation, c'est aussi une transaction. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a une mise en transaction entre des capacités de valorisation linguistique et toute une sémiotique, éventuellement du monde naturel, qui l'accompagne comme effet de bord, comme effet thématique, etc., etc. Donc, là aussi, on a intérêt, même pour cette, j'allais dire, pour cette pensée de la référenciation, à se rattacher à ce schéma transactionnel. Hein. Chaque relais, alors dans l'analogie économique et monétaire, AM, etc., sédimente tout un montage de valeurs qui sont aussi bien d'échanges d'usage, etc. Bon, je passe sur la critique de la différence entre échange et usage, puisque usage est trop naturalisé dans beaucoup de… alors que, comment dire, l'usage est totalement infiltré de sémiotique. Hein, bon, lui aussi. Hein, donc, voilà. Donc maintenant, j'en viens à quelque chose qui est peut-être plus aussi intéressant du point de vue linguistique, mais au-delà. C'est la critique du schéma expressiviste qui provient d'une certaine lecture de Merleau-Ponty et qu'on trouve un peu partout. Hein, voilà. Donc, alors, selon le philosophe, disons, analytique, mais d'inspiration merleau-pontienne, Charles Taylor, qu'est-ce que c'est que l'expression? Eh bien, exprimer, dit-il, exprimer, c'est rendre manifeste dans une incarnation. Donc, en quelque sorte, l'expression, y compris linguistique, pourrait être manifestation dans une incarnation à travers donc un engagement, une implication corporelle, effective, et quelque chose se manifeste. Alors, nous dirions plutôt, à ce moment-là, si vous me suivez dans mon allégorie initiale, c'est la manifestation d'un hiatus entre deux incarnations. Donc, voilà ce que c'est que l'expression. C'est la manifestation de ce hiatus entre deux incarnations. Ou bien, si vous voulez, c'est l'incarnation d'un hiatus. Enfin bon, voilà. Donc, c'est la manifestation d'un fantomatique dépôt de valeur laissé par de précédentes transactions, y compris imaginées, qui n'ont jamais factuellement eu lieu. Et donc, c'est la reprise de quelque chose qui bouge, qui s'échange, qui se consigne et qui est vécu comme réexpression. Donc abandonner l'idée d'un motif ou d'une motivation de la valeur sémiotique qui ne soit lui-même, voilà, il faut abandonner toute idée de motiver la valeur sémiotique à partir d'une valeur, j'allais dire, naturalisée et qui ressortirait d'un premier ordre intact de toute transaction. Alors, donc, insuffisance ici du modèle de la synesthésie, si vous voulez. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que tel qu'il nous est légué, présenté, etc., alors, en dépit de toute la gratitude que nous lui devons, il ne suffit pas, il peut même un peu égarer. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a cette idée d'une entre-expression de toutes les modalités, il y a l'idée qu'il n'y a pas de distinction entre forme et valeur. Voilà, que le tiret forme-valeur, c'est un trait qu'il faudrait même abolir. Hein. Et donc, il y a une autre expression de proto-valeurs sensibles, y compris affectives, et y compris d'avant même la différenciation des modalités sensibles. Mais tout cela,
sans les hiatus de la transaction sémiotique, voilà, et qui introduisent au cœur de ce magma synesthésique tantôt des équivalences, tantôt au contraire des ruptures, hein, des conflits, des lignes de tension, des lignes de scission. Et donc, en quelque sorte, comment dire, cette idée des synesthèses doit être, j'allais dire, revue à l'aune, en tout cas, elle doit être infiltrée, pénétrée dès l'origine, par l'idée des transactions qui les suscitent, hein, qui leur procurent un statut et qui les délimitent en quelque sorte, hein. Donc, si vous voulez, le montage et le partage d'une démarcation synesthésique motivante, c'est déjà un acte sémiotique, dont la valeur n'apparaît et ne tient qu'à travers un réseau de transactions. La même n'apparaît. Donc, et c'est là que je voudrais faire un petit mot de critique des linguistiques énactivistes. Alors, les linguistiques énactivistes, en quelque sorte s'inspirant du concept d'énaction de Varela, mais j'allais dire, et prétendent le nourrir, l'enrichir par une certaine lecture de Merleau-Ponty. Elles veulent merleau-pontiniser la linguistique. C'est le terme qu'emploie par façon joueuse, hein, Didier Bottineau, qui est un éminent linguiste, vraiment, et un des meilleurs, je trouve, de ce courant. Peut-être son meilleur formulateur, voilà, avec une richesse d'exemples exceptionnelle, voilà, très bien commenté, etc. Bon, alors, donc, et en particulier, je voulais vous dire, euh, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Alors, voilà comment ils sont tentés de nous présenter l'origine de certaines valeurs linguistiques de ce qu'on appelle submorphèmes, qui est, disons, de petites unités, des petits fragments, parfois pas seulement connexes, mais un peu dissociés à l'intérieur de l'empan d'un lexème, hein, et qui sont porteurs assez régulièrement d'une certaine valeur ou qui l'accompagnent, la motivent. Alors, par exemple, sont les anglicistes qui, les premiers, dans les années, je ne sais pas, 70, je crois, déjà, souligné ce phénomène en anglais, hein. Par exemple, vous avez un petit cluster, un petit agglomérat consonantique, SPE. Alors, spin, span, spill, speak, spit, spend, etc. Bon, et donc, il y a cette idée d'une espèce d'apport sémantique d'une espèce de rotation, centrifuge, et avec un résultat de projection. Bon, voilà. Vous avez voilà, stativity. Alors là, c'est le côté statif, hein, bien sûr, hein, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Still, stand, stay, start, bon, voilà, etc. Bon, et vous avez également WR, hein, la torsion, hein, wrath, wrist, bon, SW, oscillation, pendulation, swing, swear, switch, etc. Bon, peu importe, hein, voilà. En espagnol également, Michael Grégoire, qui est un spécialiste aussi, qui a, je trouve, vraiment donné de très beaux exemples. Donc, mais lui, alors, disons que Didier Bottineau est rusé, je dirais. Voilà, c'est-à-dire qu'il est gêné par la trop grande naturalité, en quelque sorte, de ces notions. Et il explique très bien qu'il faut renoncer à l'idée d'une iconicité sensorimotrice qui expliquerait, en quelque sorte, donnée naturellement et qui viendrait expliquer le rôle linguistique que jouent ces petites matrices consonantiques, hein. Et bon, mais il tient quand même il cite avec faveur une théorie, j'allais dire phylogénétique, dans laquelle, malgré tout, initialement, lorsque la parole a commencé, mais on ne sait pas très bien quand et comment et par qui, eh bien, en quelque sorte, c'est dans toutes les ères où des humains commençaient de faire quelque chose qui s'apparentait à parler, eh bien, ce sont effectivement des apparentements expérientiels concentrés dans une articulation, dans une synesthésie, si vous voulez, sensorimotrice, qui aurait servi de fondement, en quelque sorte. Et qu'après, évidemment, avec tous les aléas transactionnels que vous imaginez, on se serait écarté de évidemment, de cette immédiate inscription expérientielle pour, bon, voilà, naviguer d'une façon en particulier, disons que, voilà, des exemples que Michael Grégoire donne, voilà, par exemple, bon, par exemple, le groupe FL. Alors,
qu'il rattache au concept de flux par frottement atténué. Bon, pourquoi pas? Et fleuve, fluide, laver, voler, en espagnol, fluir, flojo. Alors, je ne sais pas pourquoi, il rapproche flojo, fletla, friction. Flamenco, flamant rose, il estime qu'il y a une fluidité. Alors, est-ce que c'est dans la silhouette? Est-ce que je ne sais pas. Bon, vous voyez que ça les pousse, grosso modo, dès le moment qu'ils cèdent à la tentation iconique, si je puis dire, d'interprétation iconique de la motivation submorphémique en langue, eh bien, ça les amène à faire preuve d'une image. Enfin, disons, on est perdu dans une sorte d'imaginaire où on ne sait pas très bien quel est le. Voilà. Euh, bon, autre exemple qui vient du linguiste Maurice Toussaint, que Grégoire cite avec. Bon, voilà, que nous avons connu tous, et qui était quelqu'un de tout à fait intéressant et attachant. Voilà, donc, par exemple, le R redoublé. Et en particulier, en espagnol, dit-il, il y a un phonème vibrant multiple et le redoublement est propre à l'évocation d'un flux dans son sens large. Et donc, correr, escurrir, derretir, espuriar, caraca, jara, voilà, et bon, la jarre, etc. Bon, et donc, et évidemment, un fluide, ça s'étale, ça coule, enfin bon, voilà. Et bon, et il compare, donc il y a également, chez Toussaint, vous trouvez on revient au grec, rein, couler. Vous voyez, donc le R, par son redoublement, pourra dire le mouvement conçu comme flux, et Toussaint oppose ce R redoublé au K, qui se trouve dans des vocables, comment dire, évoquant l'idée de mouvement, mais comme déplacement dû à une force. C'est la kinésis, hein, bien sûr. Bon, voilà. Donc, voilà, donc vous voyez qu'il y a une tentation, j'allais dire, naturalisante. Hein, mais bon, Bottino est très attentif à ça. Et donc, il dit il n'y a rien dans la langue actuelle ne prédispose SPE, en anglais, à évoquer la centrifugation. Hein, bon, bien sûr. Mais il ne veut pas non plus complètement abandonner ça. Et en particulier, qu'il y ait ou pas cette motivation, j'allais dire, qui ferait d'un comment dire, d'une petite articulation, bon, phono-articulatoire, voilà, donc il y a les deux à la fois, hein, et qui en ferait en quelque sorte le point de condensation symbolique dans le corps de toute une classe d'expérience. Il reste l'idée que c'est une classe d'expérience. Donc ça, donc c'est une boucle sensorimotrice profile un processus cognitif par sa forme même. C'est-à-dire, il se permet de la considérer indépendamment d'une valeur sémiotique qui y serait attachée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si le fait de répéter cette. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Je suis en train de vivre une expérience. Bon, et pourquoi cette expérience, qu'il conçoit en termes naturalisés, sans sémiotique, j'allais dire déjà infuse et infiltrée, va provoquer en moi, en quelque sorte, le désir, on ne sait pas très bien pourquoi, de l'accentuer, je ne sais pas, ou de l'intensifier en faisant appel à une certaine composition sensorimotrice. Et une fois que je l'ai par elle-même, elle produit des effets sémantiques. Donc, il y a malgré tout cette idée, bon, voilà, donc c'est en quelque sorte de reprendre l'idée d'une inscription littérale de la jeunesse du sens par la motricité phonatoire. Hein. Donc, bon, je ne vois pas très bien comment on peut accepter ça, si vous voulez. Donc, il y a toujours sous-jacente à ce type d'explication l'idée d'un type définitoire d'expérience première, d'une modalité d'expérience princeps à laquelle progressivement ensuite un nombre indéfini d'autres finissent par se rattacher. Il n'y a pas l'idée que même l'expérience première est déjà, il n'y a pas d'expérience première, elle est déjà elle-même altérée, si l'on peut dire, et par la pratique de la transaction valorisante. Voilà. Donc, je continue. Donc, en quelque sorte, on doit écarter cette idée d'un signifiant, un simple signifiant geste vocal ayant pour effet la réminiscence d'idées. Je lis, hein, c'est une signification. Vous voyez que même quelqu'un voilà, de soigneux et d'attentif, hein, et avec une capacité théoricienne forte, et a des problèmes avec cette idée-là, hein, et donc finit toujours par
je ne vais pas se trahir, mais lâcher quelque chose de cet ordre-là, hein. Alors, bon, moi, pourtant, j'ai aussi pratiqué avec Cadio, dans notre bouquin, quelques articles, comment dire, des gloses lexicales qui semblaient, en quelque sorte, et ce n'était pas le cas, faire appel aussi à tout un montage perceptif, à une sorte de typique expérientiel. Pas une typologie, c'est trop classifiant, mais une typique. Bon, mais ça n'était pas du tout dans le même esprit. L'idée générale, c'est que une modalité expérientielle que vous privilégiez dans votre description, ça n'est qu'un emblème. C'est un emblème pour un réseau de transactions, d'accord? Et donc, dans l'analogie monnaie-marchandise, telle marchandise n'est que l'emblème d'un certain niveau de vie, hein. C'est la fameuse Rolex de ces gars-là, hein. On a raté sa vie si on n'en a pas une. Bon, donc vous voyez que, en quelque sorte, elle n'est qu'un emblème. Elle résume tout un réseau de transactions plus ou moins réussies. Et donc, bien décrire, si vous voulez jouer aux sémioticiens ou aux phénoménologues sémioticiens, certaines typiques expérientielles prégnantes relativement à tel régime sémiotique, suppose de les choisir parce que les lignes transactionnelles qui les traversent, eh bien, vous arrivez en quelque sorte à les dégager comment dire, avec quelques dimensions emblématiques pertinentes. Donc, c'est pour cela que vous les... D'ailleurs, en réalité, lorsque vous les glosez, vous voyez bien que c'est un petit théâtre, c'est une scénographie, c'est vous qui les composez entièrement et qui en, disons, en réexprimer les dimensions de sens principales, hein. Voilà. Donc, évidemment, nous finissons toujours par donner temporairement des coups d'arrêt à la récursivité sémiotique de la valeur. Le fait sémiotique de la valorisation se trouve alors monnayé, utilisé, objectivé. Alors, soit comme fait de nature, soit selon une idéalité structurale. Voilà. Alors, si c'est comme un fait de nature, on a le choix entre comme substance plus ou moins physique, comme corps, comme mesure et paramétrisation, ou bien en fait, on s'aperçoit que cette nature est encore et toujours déjà sémiotisée par indice, par marque, par symptôme, par critère. Alors, ensuite, bon, disons qu'il y a deux thèmes que j'aurais voulu aborder, je ne sais pas si j'ai le temps. Que la valeur n'est pas un objet. J'aurais aimé dire quelques mots là-dessus. Et puis, enfin, dire quelques mots sur la diagrammatique. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire ces deux? Alors Combien de temps il oui, me reste? absolument. Oui. Oui, 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 oui. On ne veut pas non plus que ce soit trop différent par rapport au temps Oui. d'âne. Donc, encore un quart d'heure, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je devrais y arriver. Donc, mais ça va être Sinon, plus des annonces, des effets d'annonce, hein, que des vraies mais puis on discussions. t'interrogerait Mais voilà. Mais en tout cas, ça tranquillement. montre, ça montre que c'est une place dans une suite. Voilà. Donc, bon. Alors, que la valeur n'est pas un objet. Alors, donc, alors, on a envie de dire, il ne faut pas objectiver la valeur. Enfin, et en même temps, il faut l'objectiver, on ne peut pas faire autrement. Mais disons que la traiter elle-même comme un objet, c'est une mauvaise manière d'exprimer le rapport, quand bien même réfléchi, discipliné, que l'on entretient avec elle. Et donc, pas davantage, sa circulation ne se réduit-elle à un fonctionnement, c'est-à-dire au fonctionnement d'une fonction bien établie, on se comprend, hein, d'accord? On ne peut que l'exprimer, l'expliciter dans un autre signe qui fait temporairement, contextuellement, fonction d'explicitant. Donc, qu'est-ce qu'on peut en connaître? C'est une épistémologie de l'explicitation et pas de l'objectivation. Donc, et l'explicitant est un allié de la forme qu'il est censé expliciter, mais c'est un rival aussi, hein, parce que nécessairement, il la surmonte, il la recouvre, il la cache en partie, il l'accuse dans une certaine direction au détriment d'autres. Donc, il se lie à la forme qu'il explicite, mais il s'en délie en partie pour mieux s'y lier. Donc, marquer, accuser un lien, c'est toujours en même temps se délier d'une partie de la fidélité à ce lien, hein. Donc, voilà, donc on n'y peut rien. Alors là-dessus, j'ai trouvé en passant, alors une discussion, bon, voilà, avec un article de Christiane Chauviré, que j'ai trouvé formidable, sur Wittgenstein et la musique. Alors, pourquoi il m'a frappé? Et donc, elle est sous-titrée Une esthétique non sentimentale. Donc là aussi, on revient à la critique contre l'idée de corps non sémiotisé qui est utilisée par les linguistes et les activistes bien trop à mon goût, en tout cas que je crois déceler chez eux, hein. Et donc, là, c'est une esthétique non sentimentale. On sait aussi que Wittgenstein, parfois, dans ces milliards de tentatives de trouver des bonnes formulations, a pu prêter le flanc à l'accusation de behaviorisme. C'est-à-dire de se contenter finalement comment dire, d'une enveloppe de conduite très extérieure pour, en quelque sorte, en faire la grammaire explicite correspondant à une certaine notion de valeur à capter. Alors, donc, en quelque sorte,
dans tout cet article, Christiane Chauviré, c'est un article qui réagit à 2 livres, dont en particulier un livre de Antonia Sulez qui s'appelle Au fil du motif et qui est un recueil d'articles d'elle sur une trentaine d'années. Enfin, bon, voilà. Et donc, donc, il y a une certaine forme, il y a une expressivité hein, du concertiste, du musicien, comme d'ailleurs de l'auditoire, hein, même si cette expressivité est restreinte, comprimée et confinée dans le fauteuil éventuellement de la salle de concert, hein, il y a une expressivité constante. D'accord ? Mais il ne faut pas se tromper. Même si le vécu est intense, l'intelligence musicale, parce que c'est entièrement déporté du côté de l'intelligence, réside dans le fait d'entendre le thème musical comme, c'est un percevoir comme, avec des points de suspension. C'est comme, à la limite, c'est comme voir le canard ou le lapin dans cette espèce de dessin équivoque hein, que tout le monde connaît. Mais donc, il y a l'idée qu'on va percevoir dans une matière sonore, on va la percevoir comme. Voilà. Ce n'est pas dans un vécu. Et donc, le vécu n'est pas la compréhension, c'est la compréhension qui est visée. Et c'est la compréhension d'un objet, c'est le mot objet qui est entendu. Et donc, toute l'expressivité est censée être purement critériale par rapport à cet objet musical à entendre. Alors, ça, donc en quelque sorte, le musicien aspectualise ce qu'il joue, avec le tempo, le phrasé, la force, l'articulation, et tout ça, finalement, en même temps que son expressivité corporelle, ses dispositions par rapport à l'instrument, etc., ce sont des critères auxquels on reconnaît le jeu intelligent. Voilà, et c'est une Verständnis, c'est une compréhension qu'il faut. Donc, le recours à la... Donc, vous voyez, c'est une problématique dans laquelle on lutte contre 2 choses. Un, contre l'idée d'intériorité, de vie mentale, en quelque sorte, qui en quelque sorte existerait comme un flux substantiel préexistant à l'expression au dehors de son cours, en quelque sorte. Donc contre l'intériorité. Et le deuxième contre, c'est contre la restitution causale. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est pas que le son cause une expression, c'est peut-être vrai, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que toute l'expression est dirigée vers un objet. Donc, l'objet n'est pas la cause. Voilà, disons que la musique, dans ce cas-là, dans cette restitution, n'est pas la cause d'un ressenti sur lequel on ne va pas nécessairement s'étendre. Elle est l'objet de toutes les manœuvres expressives. Donc, en quelque sorte, si je voulais, à la limite, bien que Chauviré ne le fasse pas, je trouve que le modèle du geste merleau-pontien est meilleur pour ça. C'est-à-dire, je vais au-devant, je fais un geste. Si je suis musicien, je fais plus qu'un geste. Hein. Donc, la musique repasse par moi et par mes gestes, et c'est cela qui compte. Hein. Si je suis un auditeur, la musique me traverse, disons, et je l'accompagne en essayant d'épouser ces articulations. Mais ces articulations résultent de mon aller au-devant d'elles. Hein. Imaginez que, par exemple, vous ayez un tissu en face de vous. Bon, et donc, vous avez un geste qui va sous-peser le tissu et l'évaluer. Vous êtes, je sais pas, vous êtes fabricant de prêt-à-porter, donc vous l'évaluez. Et donc, il y a son poids, sa texture, sa couleur, son tombant, etc. Et donc, immédiatement, il y a tout un diagramme d'utilisation possible. C'est pour le printemps, c'est pour l'été, masculin, féminin, etc. Enfin, vous voyez, vous pouvez tout de suite démarrer pour tel ou tel type de vêtements. Donc, vous voyez que, et c'est ça, j'allais dire, vous êtes à la recherche de votre motif de textile, en quelque sorte, qui tient tout aussi bien au geste expressif à l'expressivité de votre geste et à une certaine pratique, finalement, et disons, au matériau, au tissu. Donc, c'est tout aussi bien dans votre corps, dans le matériau, dans votre champ de conscience. Et donc, en quelque sorte, on voit que il y a une certaine forme bizarrement, de gymnastique terrible que Chauviré est obligé de faire pour conjurer le plus possible ce retour d'un certain vécu. Alors, je pense que c'est parce qu'elle ne va pas suffisamment du côté de l'action et l'idée d'une rencontre active. Ça peut être une rencontre passive aussi, mais se prêter, c'est aussi une certaine façon d'agir. Hein, c'est en tout cas se disposer. Voilà. Donc, si vous allez dans cette direction, vous pouvez d'une certaine façon comprendre que quelqu'un comme Louis Marin, à l'opposé de ce langage, et dit que lorsqu'on regarde par exemple un tableau, il ne faut pas se contenter de le renvoyer à des savoirs établis, ni même d'en faire simplement un objet de savoir, un objet de Verständnis en ce sens-là, me semble-t-il, c'est aussi une machine à produire des affects.
c'est-à-dire comment il déborde les savoirs. Et que veut dire affect? Eh bien, on pourrait donner la définition que pour concilier ce mot avec une pratique sémioticienne, ou plutôt liée à une sémiogénétique, c'est-à-dire comment quelque chose qui fait signe et qui rentre dans une pratique apparaît, c'est l'impact sensible. On garde l'idée de l'impact, mais sensible, à même un corps, à même un matériau, à même un champ de conscience, d'une valeur sémiotique en train d'advenir, qui peut-être d'ailleurs échouera, hein, mais elle est en train d'advenir. Et c'est ça l'affect, c'est cette modalité événementielle qui conjugue tous ces aspects. Donc, c'est là que ça m'amène donc à, disons, à la dernière chose, c'est que je voulais aborder, c'est la diagrammatique. Alors moi, c'est un concept, ça m'a frappé. Ce qui me frappe, c'est sa grande importance dans les études littéraires, plus ou moins également dans la sémiotique visuelle, euh, et, et de la part entre les mains de personnes qui ont une capacité, un goût théoricien et qui font de la théorie, mais son installation dans un corpus théorique sémiotique n'est pas claire. Voilà. Et donc, c'est... bon, voilà, quelques mots là-dessus. Hein. Donc, vous voyez que... Donc si vous pensez que vous avez quand même... Mon point de vue est très perceptiviste. Hein, j'essaye de ne jamais... comment dire, proposer une matrice, un canevas descriptif théorique qui s'émancipe de conditions perceptives directement. Hein. Et donc, percevoir, c'est rencontrer des flux expressifs. Et donc, les notions clés sont celles de dynamique de champ, de forme, de forme et de force, prises nativement dans des économies de valeur. Et donc, il y a une distinction sans doute à ce niveau de l'affect, comme je l'ai défini, et de l'événement. Et donc, mais il me semble qu'il faut y inscrire dès l'amont une dimension agonistique. C'est-à-dire la musique n'est pas simplement un objet, c'est un agoniste. Hein. Et donc, il faut réfléchir. Je pense que l'idée de diagramme peut être mieux installée dans l'appareil théorique générique de la sémiotique pour tout le monde, y compris, j'allais dire pour moi, qui en ai utilisé une forme un peu, je sais pas, sommaire dans motifs et proverbes. Le motif proverbial, c'était une sorte de diagramme. Hein. Bon, voilà. Mais un diagramme à notre façon. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est l'occasion, en quelque sorte, disons, d'organiser une bonne rencontre entre une approche perceptiviste et sémiogénétique et refondre la problématique de l'actance en sémiotique, c'est-à-dire la façon dont, enfin, les concepts théoriques de ce type-là, semble-t-il. Hein. Donc, les banalités, c'est évidemment, vous savez que tout champ de forme donc, est un champ de force hein, dans cette problématique-là, hérité de Deleuze, et que Noël Batt avait présenté et commenté à plusieurs reprises, y compris récemment, un article que j'ai lu et vraiment, vraiment aimé. Et donc, toute forme est un composé de rapports de force, hein, interne à son champ d'apparition, comme externe en relation à d'autres champs, à d'autres temps. Et donc, une bonne théorie des formes, c'est toujours déjà une théorie des forces. Et j'ajouterais, de façon imminente, une théorie agonistique. Alors, je prends le terme d'agoniste, que j'ai repris autrefois à Rastier. Je préfère à celui d'actant, justement, parce qu'il il est plus proche éventuellement comment dire, d'une séparation avec toute théorie de l'action effective, surtout anthropomorphe, et puis il se laisse plus facilement dissoudre justement pour rejoindre cette dimension de la force. Hein. Une agonistique, c'est quelque chose de plus vague, de plus dilué, en tout cas diluable, hein, me semble-t-il. Et donc, alors, en quelque sorte, c'est une théorie agonistique. Donc, en quelque sorte, l'étape suivante, en quelque sorte, c'est que cette théorie agonistique devient énonciative, c'est-à-dire elle peut s'insérer dans un jeu plus ou moins réflexif d'instances en vue d'enrôlement, adressage, assomption, prise de responsabilité, etc., et horizon d'un télos. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, l'étage supérieur, si vous voulez, de cette prise de conscience du diagramme, c'est le dispositif. Hein, c'est le dispositif voilà, disons, tel qu'on en reprend le concept de toute cette série d'auteurs, Foucault, Deleuze, Agamben, voilà, qui le définissaient d'une façon totalement en permettant dès le début
une composition totalement hétéroclite et en insistant sur la dimension stratégique ou tactique qu'il comportait. Donc, qui va bien dans l'idée de rhétorique et d'économie symbolique, mais évidemment avec le biais obsessionnel de cette école de pensée, c'est-à-dire ce n'est qu'une question de savoir et de pouvoir. Hein. Donc, avec bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus que la domination comme clé, finalement. Donc, très vite, en tout cas. Hein. Bon, alors, donc, donc, il y a, je dirais que c'est avec cette notion de diagramme que disons que se joue aussi le passage d'une théorie des formes façon Gestalt à une théorie des formes proprement sémiotiques. Dans cette proposition que je ferai de façon très rapide et brutale, il n'y a pas le temps. Hein. Donc, une théorie des formes façon Gestalt, mais bien pensée. Il y a déjà forme et force, microgénèse, une typique, pas une typologie classifiante, hein, une typique implicite de l'individuation, poussée plus ou moins, etc. Ouais, tout ça, vous devez être capable de le relater et de l'illustrer dans une bonne théorie des formes gestaltiste. Mais une théorie des formes proprement sémiotique, elle est tributaire de mise en place d'une diagrammatique englobante et de dispositifs interénonciatifs. Et donc, dans votre diagrammatique englobante, il faut des matériaux, des agencements et une agonistique, hein, comme on a dit. Alors, et donc, si vous voulez, donc voilà, dans une perspective un peu peut-être un peu théoricienne, donc cette agonistique, elle se répartit suivant différentes phases du champ sémiotique et perceptif que vous acceptez de reconnaître. Alors bon, dans nos travaux avec Cadio, on avait proposé un modèle fortement perceptiviste, mais dans lequel il y avait disons ce qu'on appelait des phases, avec une analogie physicienne hein, du terme, spatio-temporel, hein, des modes d'organisation, de reconnaissance, de mémorisation, d'individuation différents. Hein, et on les avait appelés, dans le cadre linguistique, motifs, profil et thème. Et donc, le concept de diagramme devrait aussi se ventiler suivant ces différentes formes. Évidemment, il y a des formes où il est essentiellement, si vous voulez, une sorte de dramaturgie ou de scénographie de force, hein, mais qui déjà peut-être ont tendance à s'agglomérer ou à se polariser. Donc, quand on avait analysé les motifs proverbiaux, on avait cet équivalent-là de l'agonistique qui était dynamique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un réseau, il y avait très peu d'agonistes, hein, il y avait un ou deux dans tous les problèmes qu'on avait analysés, et ils étaient chacun comme des pôles, c'est-à-dire ils avaient tendance à être plus ou moins absorbants pour des acteurs que la scénographie explicite, j'allais dire figurative des proverbes, distinguait. Je ne sais pas, qui vole un œuf, vole un bœuf, il y a qui, œuf et bœuf. Mais évidemment, au niveau du diagramme, c'est quoi? C'est essentiellement une puissance de condensation de l'œuf et le bœuf dans un repli qualitatif vers un agoniste unique, qui est le qui. Hein. Si je dis la faim fait sortir le loup du bois, vous avez peut-être trois, on peut discuter, hein, mais trois acteurs au plus, hein, le loup, la faim, le bois, mais c'est essentiellement un proverbe dans lequel le réseau agonistique est une sorte de cycle dans lequel le loup, en quelque sorte, dont la faim et l'appétit, comprise comme appétit est positive et incorporée, intégrée, hein, se dédouble parce que la faim en fait son patient. Et donc, il y a comme une espèce de cycle dans lequel l'agoniste unique loup, en quelque sorte, devient qui est dans la puissance de l'appétit, en quelque sorte, devient le patient de sa propre faim. Et donc se divise en deux et puis redevient unique, etc. Comme dans un clou chasse l'autre, c'est pareil, un clou chasse l'autre, il n'y a qu'un seul clou, mais en même temps, il se fait deux à un moment. Et donc, vous avez une dynamique agonistique qui nous permettait en quelque sorte d'intervenir à un niveau très générique et transposable dans toutes sortes de cadres thématiques. Alors, donc voilà, je vais. Donc, si vous voulez, donc le diagramme, c'est investissement du champ par niveau agonistique, polarité, flux et force. Certains voudront utiliser saillance et prégnance. Moi, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi non. Mais déjà placé sous enjeu, et donc des articulations et des agencements qui sont en voie de formation et qui sont autant de réseaux de circulation de valeurs hein, et d'incitation à les poursuivre. Hein. Et donc peut-être éventuellement bientôt regroupés dans une autre phase rapporté à des instances qui se distribuent. Donc ça, c'est la notion, j'allais dire, d'actant
peut-être plus classiques, hein, et qui se distribuent en complexes actoriels, et avec tactique, stratégie, engagement vert. Voilà. Et donc, vous voyez que donc on pourra réciproquement comprendre toute agonistique comme une dynamique agencée canalisée par un diagramme en ce sens multiphase, hein, si vous me permettez, hein. Donc, et ou dans lequel les modalités ne sont qu'en germe, c'est-à-dire pouvoir, devoir, savoir, vouloir, etc., ne sont qu'en germe, éventuellement indistinctes. Alors, on avait beaucoup insisté là-dessus sur les proverbes, c'est-à-dire la modalité déontique et la modalité gnomique tendent à se confondre. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est quoi? C'est une consigne déontique, ou bien c'est une sorte de fait, de pseudo-fait, auquel, en quelque sorte, on vous demande de vous soumettre ou d'en être averti nécessairement. Alors, également, il me semble que, donc c'est le diagramme est la figuration réflexive en miroir d'une agonistique en recherche de ses opérations, à partir de traces ou d'amorces qu'elle dispose elle-même dans le diagramme. Et donc avec un semblant d'architecture, de ligne de force. Et peut-être qu'on peut ajouter qu'on a parlé donc d'un certain télos déjà, il y a déjà des enjeux, hein, et parce qu'il faut bon, même s'il n'y a pas de narrativité, il y a déjà des enjeux, par exemple. Et je pense que le mot diagramme, par exemple, il y a une tension. Euh, Par exemple, le diagramme que Noël Batte de Valérie, commentant sa propre écriture de certains poèmes, qui commence par un sentiment rythmique dans la marche, ou simplement la pensée je crois, d'un décasyllabe divisé en 4 et 6. Ça commence comme ça. Mais évidemment, il veut écrire un poème. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu. Il n'y a pas qu'une espèce de matrice initiale simplement déjà là, il y a quelque chose en plus. Et je dirais que donc il y a une instance plus ou moins affirmée qui est, alors ça c'est là aussi c'est peut-être une déformation de notre analyse des proverbes, qui est mise en position de témoin, de destinataire ou de protagoniste. Donc un proverbe, l'énonciation d'un proverbe par exemple, ça vous enrôle. Et ça vous enrôle, soit vous êtes le témoin du fait qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, soit ça vous enrôle comme un protagoniste, c'est-à-dire qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage, et vous êtes accusé directement de vouloir noyer votre chien. Donc, bon. Donc, vous voyez, vous avez tout un arsenal de rôles attenants, sans être nécessairement affirmés, et qui accompagne la perception de l'enjeu ou de la tension que le diagramme, j'allais dire, articule déjà. Voilà. Donc, et là, évidemment, il y a aussi bien passivation qu'activation dans ce jeu. Et donc, pour finir, une phrase. Alors, bon, évidemment, il y avait tout disons que la construction grammaticale, c'était mon deuxième exemple linguistique, peut s'interpréter jusqu'à un certain point comme diagramme en ce sens. Mais bon, on passe, d'accord. Il y a toute une discussion assez intéressante, et avec les mêmes que j'ai cités tout à l'heure, très intéressante. Bon, et peut-être différencier à la fin motif et diagramme. Et en même temps, vous savez qu'on peut les unir. Moi, je les avais unis avec un trait d'union dans le texte que j'avais fait pour le livre Post-Royaumont que Anne Hainaut a édité, hein, motif-diagramme. Alors, on sait aussi que Deleuze, dans Logique, Francis Bacon, hein, logique de la sensation, eh bien, citant Cézanne, et commentant en quelque sorte la façon dont Cézanne utilise le mot motif, c'est-à-dire Cézanne se met devant, par exemple, la montagne Sainte-Victoire, et puis il germine, c'est le mot qu'il employait, ou en tout cas qu'employait son épouse pour désigner sa façon d'être, il germine, et puis à un moment, ça se cristallise, et je tiens mon motif, et puis il va peindre. Bon, que ce soit vrai ou pas, peu importe. Et cette mise en scène. Et donc, Deleuze disait, le motif, c'est le diagramme. Donc, lui aussi, il proposait jusqu'à un certain point d'identifier. Bon, et d'ailleurs, voilà, ce qu'on a appelé motif proverbial, c'est un motif diagramme proverbial. Donc peut-être des annotations. J'emploierai diagramme lorsque je voudrais valoriser l'articulation, la mise en opposition, en répartition de place, de moment, de geste, l'agencement en voie d'émergence. Lorsque je voudrais insister sur une distribution spatio-temporelle en force, en phase, en ligne, en position. Lorsque je voudrais insister sur une processualité en germe, une actentialité imminente. Voilà.
Donc là, diagramme s'imposerait, je dirais. Et déjà comme une formule, ça c'est aussi une formule, mais une formule inachevée, une formule un peu impénétrable, énigmatique, à E égale MC2, dont on sait bien ce que ça veut dire, mais qui nous entraîne vers... Bon, voilà. Le mot formule est employé là aussi par François Julien d'une façon aussi... Bon, pas le temps. Tandis que motif, alors n'oubliez pas, motif, c'est déjà orienté vers la répétition. Premièrement. Ensuite, alors que diagramme, vous pouvez imaginer l'utiliser comme apax, c'est-à-dire, voilà, c'est un diagramme, et peu importe qu'il soit répété ou pas, et il va se déployer, il va être mis en application, mais ça n'est pas à proprement parler une répétition. Tandis que motif, vous avez en vue la répétition, mais comme altération. Et du point de vue de sa composition, la saisie est physionomique, elle est rythmique, mais ses articulations sont instables. Donc, c'est un rythme éventuellement instable. Donc, c'est un montage arthrologique dont les articulations peuvent éventuellement se résorber ou au contraire se faire un peu plus saillantes. Donc, vous êtes du côté de l'entre-expression, de la fusion, avec une résorption de l'actance. Par exemple, les diathèses sans accent, que Jean-François avait... dont il avait donné une analogie textuelle dans Vie et diathèse, je crois. Hein, c'est très important. Alors, c'est typique de ce moment-là, vous n'avez plus, quand vous dites, je ne sais pas moi, par exemple, même la pluie tombe, voilà, c'est une diathèse sans accent, ou bien la prairie descend jusqu'à la rivière, ben, il n'y a pas d'accent, voilà, donc il y a des accents en un sens formel, mais il n'y a pas de, voilà, voilà, les droites coupent le cercle, bon, oui, bon, ok, il n'y a pas d'accent. Si vous dites, il lui arrive de gros ennuis, voilà, c'est une séquence d'événements, bon, voilà, ou bien des camions, il en roule beaucoup ici. Voilà. Là aussi, les camions ne sont pas individués que, essentiellement, le leitmotiv d'une série d'événements répétés. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que là, le mot motif me viendra plus facilement. Hein. Donc, c'est en quelque sorte le jeu de force ou d'événementialité se font dans un mouvement d'ensemble de l'apparaître. Et donc, comme j'ai dit, diagramme éventuellement apax, événement coup unique, tandis que motif toujours reprise-relance à son principe. Et tous les deux entrelacs de singularité et de généricité, de virtualité indécise et de potentialité établie. Ça, c'est là, bon, je veux dire, ça coule de source. Et donc, synthèse éventuelle dans un motif diagramme avec un trait d'union. Et voilà, donc c'est là que, comme je l'ai dit, je dirais que c'est là que se joue le passage entre théorie des formes façon Gestalt et théorie des formes sémiotiques. Et encore une fois, revenant sur le début, il n'y a pas, comment dire, ça n'est pas pour des raisons qu'un progrès du savoir pourrait surmonter que nous sommes dans une indécision concernant la valeur et sa fixation. C'est pour des raisons, j'allais dire, à la fois phénoménologiques, ce fameux hiatus, et à la fois une certaine forme de récursivité immaîtrisable, qui fait que toute valeur n'est que la projection ou la foi réaffirmée dans une possibilité de la reconduire dans d'autres transactions. Donc, ça n'est pas ça n'est pas de notre faute, si je puis dire, parce que nous travaillerions mal ou que nous attendons des progrès à venir, que nous sommes installés dans cette indécision qui fait que nous ne savons pas si telle expression est établie dans une valeur sémiotique que nous avons raison de commenter, ou si ce n'est qu'une écume temporaire, un éclat temporaire à ne pas verser au dossier sur lequel nous enquêtons. Voilà. Ça, je pense que cette indécision nous incombe et qu'on ne peut pas la résorber dans un désir d'objectivation, si louable soit-il. Merci Marie pour cette intervention que j'oserais dire très représentative de votre état, de votre théorie des formes, de la sémiogenèse que vous portez. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait non seulement que tu parles des champs de force, mais que tu as travaillé ton intervention
par antagonisme, hein, donc jusqu'où on va contre Bottineau tout en l'appréciant, jusqu'où Chauviré se détache C'était juste de un l'un et de article. l'autre. Oui, bien sûr. Peut-être Oui, que j'ai été injuste avec elle, mais j'ai mal compris. mais ta manière de voilà. faire est très utile. Mm. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais je me limiterai, parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions. Heureusement, on a quand même encore 30 minutes. Alors, très rapidement, la première, tu traites diagramme, disons, à la fin, tu as donné, disons, une définition, agencement en émergence, processualité en germe, OK, unicité, apax, etc. Comment tu peux justifier cette définition si distante, disons, de la déthéorisation sur le diagramme de Kant à Peirce, mais aussi à l'intérieur d'autres traditions comme Goodman, par exemple, qui, pour le dire de manière très rapide, non seulement aborde la question de l'observabilité de la généralisation, mais aussi chez Goodman, c'est peut-être encore plus intéressant l'idée d'une expérience qui est ancrée effectivement dans un substrat unique, etc., mais qui est toujours transposable. Toute cette partie de la transposabilité ou de la généralisation, là, dans ta théorie, est manquante, mais bon, je sais que pour en arriver là, la route a été longue. Et j'aurais voulu justement t'interroger sur comment tu fais disparaître cet autre pôle, entre guillemets, et aussi le pôle, d'une certaine manière, de l'iconisation, c'est-à-dire non pas de l'iconisation vraiment, mais de la stabilisation. Et puis, vraiment... Je ne fais pas disparaître. Je vais le dire après. OK. La deuxième question. Il est là. Par contre, à un certain moment, ça m'a sollicité ce que tu as dit sur la linguistique référentialiste. Et tu as dit, bon, plutôt que étudier langage et objectualité du monde, disons-le comme ça, par rapport à une... La référence n'est pas un vis-à-vis exactement. Voilà, oui, tu as dit qu'on peut l'étudier à travers les mêmes schèmes transactionnels. Et je me suis posé la question de comment méthodologiquement faire pour les étudier sur ce même schéma transactionnel, vu que les matières, je veux dire, les substances sont très différentes, l'expérience, les langages verbal, non verbal, etc. Et alors, bon, comment, bon, les grimaciens, les plus textualistes ont choisi l'intertextualité pour résoudre le problème du rapport avec la référence. Même la référence est un texte, alors on va la travailler à l'intérieur de l'intertextualité, mais si on ne choisit pas la route, le parcours de l'intertextualité, comment aborder, comment analyser ce qu'on appelle vulgairement la multimodalité, disons comme ça. Parce que c'est surtout dans le monde anglophone qu'on l'appelle ainsi. Je vais répondre sans avoir de solution, alors, mais je vais répondre quand même. Donc, là, pour la première question, je ne n'élimine pas du tout les réflexions, j'allais dire, qui prennent la notion de diagramme à un niveau beaucoup plus stabilisé, bien profilé. Au contraire, j'allais dire que notre petit répertoire de phases, si tu veux, perceptives, expressives, au contraire, abrite ça très bien. C'est-à-dire que tu peux avoir des phases plus profilées du diagramme dans lesquelles il se stabilise. Le mot de stabilité joue un grand rôle dans notre affaire, et également dans lequel il devient une pièce centrale dans un dispositif de thématisation et fortement discipliné. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, j'ai mis l'accent sur ce qui n'a pas trouvé suffisamment de place. Et j'ai pensé que s'il n'avait pas trouvé suffisamment de place, c'était parce que le niveau, j'allais dire, des sommitales, j'allais dire, très générique des actants, il faisait opposition. Et qu'il fallait le remplacer plutôt par une certaine état de phase agonistique. Bon, voilà, OK. Quitte à ce que cet état de phase soit déjà, même à ce niveau, organisé en pôle agonistique, ressemblant à s'y méprendre aux actants de la sémiotique textuelle. Bon, alors, maintenant, donc, est-ce que c'est une première réponse? Voilà. Bon. Alors, maintenant, ta deuxième question.
Alors, je ne sais pas, je crois que j'en sais strictement rien. Je sais, à la limite, je n'ai jamais travaillé sur quoi que ce soit qui mette avec précision en relation une activité de langage, de parole, une diction, quelle qu'elle soit diction du sensible, exclamation, encouragement, appréciation, etc., avec une activité. Par exemple, des gens aux travaux de qui je me suis intéressé, s'ils sont, par exemple, Song-Jae Kim, qui avait fait une thèse avec John Marator et moi sur les masterclass de piano. Et justement, il avait beaucoup insisté sur ce rôle du langage, qui n'est pas du tout un rôle catégorisant ou instructeur, qui n'est pas, qui ne peut certainement pas être traité d'instruction, mais qui est une espèce d'encouragement et de stimulation expressive qui essaye d'établir entre le maître et celui dont il accompagne le jeu quelque chose comme une connivence ou un élan commun. Et donc voilà un exemple. Mais comment on fait ça? Eh bien, il faut disposer évidemment d'un canevas théorique qui se prête à cette transversale, qui se prête à ces, disons, à cet entrelac entre un certain type de prise de parole et un certain type d'activité. Alors, de toute façon, toute la sémiotique, depuis le début, en tout cas depuis Grémas, est inspirée par cette idée de garder cette connivence entre les catégories permettant d'étudier les productions langagières et d'autres productions sémiotiques. Mais évidemment, avec plus ou moins, alors bon, nous on a choisi la voie, j'allais dire perceptiviste, mais évidemment avec une conception de ce que c'est que percevoir particulière et qu'on a aménagé nous-mêmes pour qu'elle convienne dans le domaine linguistique. Et il me semble qu'elle est hautement transposable dans toutes sortes de domaines. En particulier parce qu'elle rejoint phénomènes comme celle de Merleau-Ponty, mais elle-même a réaménagé. Par exemple, dans les années récentes, je faisais des éléments de cours ont perdu sur la notion de motif chez Merleau-Ponty, qui est très, très éclectique, pas bien exposé, qui part dans tous les sens, qui n'est pas du tout aussi fermement établi que d'autres. Et puis, j'ai essayé d'expliquer comment on pouvait progressivement la sémiotiser, la faire entrer dans notre, je ne sais pas, dans notre horizon de préoccupation. Mais bon, c'est un travail inabouti, mais qui peut-être se poursuit grâce à votre invitation. Et donc, je dirais que la ruse du sémioticien, c'est dès qu'il croise deux plans d'expression, c'est d'imaginer qu'il y a traduction de valeurs ou bien il faut inventer de nouvelles valeurs. Donc, si je mets en relation façon de s'exprimer du maître de piano dans une masterclass et jeu, et appréciation du jeu, à ce moment-là, je vois bien que je crée un univers de valeurs un peu différent et qui est un peu décalé. Et je vais l'étudier comme ça. Et j'aurai un plan d'expression croisé qui sera le produit, j'allais dire presque le produit cartésien, si on peut dire, des plans d'expression anciens et qui va entrelacer les exclamations et les admonestations du maître et les réactions j'allais dire, gestuelles et musicales de l'élève, par exemple. Donc, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Je ne sais pas comment, je n'ai jamais travaillé moi-même dans une telle conjoncture, et je dirais que en sémiotique, on fera comme ça, on inventera comment dire, une plage de transactions entre valeurs, avec peut-être une production de valeurs. Par exemple, on dira que le cours, à quelles conditions on dira que le cours aura été bon. Alors que, par exemple, pour les masterclass de piano, il apparaît que presque personne ne sait dire exactement ce qu'il a appris en sortant. Et pourtant, c'est indispensable, c'est très couru, voilà, et c'est très cher, etc. Bon, et donc on voit bien que le point de vue d'une objectivation de la valeur ne peut pas être entièrement retenu, mais on peut essayer d'en décrire comment dire, les phases intenses et ce qui fait retour, voilà, les phraséologies. On peut essayer de faire ça dans ce cadre. Et je crois difficile d'aller au-delà. Jean-François et ensuite Noël. Et ensuite Jacques. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses que je fixer sur cette question. La première, c'est que dans la série AN, etc., on se distingue bien quand même deux parcours assez évidemment.
Oui. Qui ne peuvent que s'enchaîner, évidemment, mais c'est partout, ça c'est important. Et alors évidemment, on peut changer puisqu'on a l'impression que ça s'enchaîne simplement. Et qu'en fait, il est découvre rien en disant ça. Mais pas tout à fait, parce que c'est quand même dans le parcours par son bizarrerie, c'est pas le même personnage. Oui, c'est pas les mêmes rôles sociaux, etc. Oui, ça prouve que cette série. Oui, je suis d'accord, tu peux la fenêtrer différemment. Mais, oui, et puis aussi, bon, ce n'était qu'une allégorie, comme tu sais, les éléments que j'en ai cités ne sont pas tellement destinés à être approfondis jusqu'à dénoncer leur manque de rigueur, parce que leur manque de rigueur est dit dès le début, mais je pense que ça nous aide à éviter, à nous rappeler quelque chose qu'on a tendance constamment à oublier. Voilà. Cette question, une question. C'est cette idée de choses submorphémiques. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais ça pose un problème quand même qui dans la question de l'expression de la matière. Or, cette matière, on a un exemple très simple. Par exemple, si je me colle contre un mur, je peux éprouver une certaine souffrance, par exemple. Je suis responsable de cette souffrance et le mur aussi. Donc, c'est une interaction. La phénoménologie de la chose et puis l'interaction avec le mur. C'est une interaction. Mais ce qui est paradoxal, c'est que assez spontanément, on ne pense pas à la chose comme ça. On fait par exemple qu'au fond, il y a un référent. C'est-à-dire, tout de suite, il y a un esprit, l'idée qu'il y a un référent, mais qui est une idée folle, en fait. Il n'y a pas de référent du tout. Il y a un mur, et il y a un corps, et le bien, et puis il y a une souffrance. Pourquoi faire surgir un référent? Pourquoi faire surgir un référent. Ah oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que l'expression la construit à même la matière. Par exemple, dans la musique, on peut, par exemple, faire de la musique je l'ai essayé avec des bruits de rivière, par exemple, on peut faire de la musique. Ça, c'est un rapport entre la matière et il n'y a pas de référent non plus. Et alors, la question, c'est qu'après, d'où vient la sémantique? Parce que là, ce que je dis, c'est simplement une construction matérielle. Et je crois que c'est vrai aussi pour le flux, par exemple, qui devient dans notre complexité, qui devient un liquide. Oui et non. C'est-à-dire que d'où vient la signification liquide à l'intérieur de la chose. Alors, attends, j'essaie d'approcher une sémantique. Alors, j'essaie de comprendre ton orientation questionnante ou argumentative par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que ça s'oppose à ce que j'ai dit? J'essaie de comprendre comment ça se greffe sur. Voilà. C'est une question qui concerne la matière et oui, d'accord. Tu veux dire qu'il existerait des situations où on devrait être capable de voir émerger en quelque sorte un jeu sémiotique avec, et des valeurs en quelque sorte transfigurées de cette zone plus ou moins, comment dire, abandonnée au monde naturel pour devenir alors des valeurs proprement liées à ce jeu et aux enjeux de ce jeu en quelque sorte. Voilà. Et donc, tu poses la question, comment est-ce qu'il existe des situations où on peut voir ce moment et en quelque sorte le détailler, faire une histoire de la mutation perceptive qui fait que nous y voyons une sorte de musique plus ou moins réussie, une berceuse ou je sais pas quoi, enfin, ou une de ces musiques, je sais pas, mais enfin, le problème, c'est que beaucoup de
peut-être que dans beaucoup de cas, il y aura une espèce d'efficacité recherchée, tu sais, comme dans les bandes son qui sont là pour nous apaiser le soir, je sais pas quoi, ou pendant, voilà, pour nous mettre dans un état psychique détendu. Donc, on va pas passer du rock metal, on va passer, voilà, on va passer des bruits de fluides comme ça, d'écoulement heureux et harmonique. Et peut-être qu'au début, il y a, alors je ne sais pas, c'est les romans qu'on raconte sur la rhétorique, d'où vient la rhétorique, soi-disant. Alors, je répète ce que j'ai lu. En Sicile, il y a eu une X siècles avant notre ère, il y a eu une attribution, lorsque les Grecs s'y sont installés, il y a eu une attribution de terres en grande quantité. Et il y a eu des disputes de grande intensité autour de ces attributions qui se sont résolues par des espèces de nécessité, dans la nécessité de savoir bien discourir, argumenter dans certains contextes. Et on prétend que comment dire, la rhétorique comme exercice séparé et faisant l'objet d'un apprentissage, voilà, a commencé comme ça. Mais on dit tout de suite que immédiatement, le jeu, tu vois bien, c'est des explications fonctionnelles utilitaristes, voilà, qui en général échouent, si tu veux, ou alors, et qui parfois sont complètement inversées. Par exemple, dans le bouquin de Jean Lassègue, j'avais appris qui avait traduit le bouquin de l'anthropologue Ockart, qu'avait traduit Jean Lassègue. Il expliquait une grande partie des inventions du néolithique, non pas par comment dire, un propos utilitaire, l'agriculture, enfin, la métallurgie, tout ce que tu veux, bon, voilà, mais au contraire par une espèce d'effort rituel, d'attention portée à des rythmes cosmiques et à la volonté de les explorer, de les respecter, de les vénérer, voilà. Et donc, là, vraiment, tu as un jeu sémiotique dès le début, mais qui est aussi utilitaire inséparablement, puisqu'il s'agit de se concilier les forces du cosmos, les dieux, ce que tu veux, les puissances tutélaires. Donc, mythe et utilité ne se discernent pas. Voilà, dans ce roman des origines. Alors maintenant, est-ce qu'il existe des situations contemporaines où on pourrait observer in vivo ce processus? Le problème, c'est que ce processus ne recommencera pas à zéro. Il sera infesté dès le début de milliards de préoccupations liées à d'autres enjeux déjà sémiotiques bien établis, voilà, à des préoccupations économiques, donc il sera d'emblée comment dire, pris dans ce mouvement qui fait que la question des origines doit être remplacée par celle des motifs sémiotiques. Enfin, plus ou moins. Oui, dans les questions esthétiques. Oui. Dans les questions esthétiques, peut-être pas forcément chercher des motivations, de toute sorte. C'est un peu comme la rencontre de tribus avec le ciel. Oui, je comprends. Alors, mais ça, c'est sans doute un des, on va dire, des biais de mon point de vue qui est lié à une problématique qu'on va appeler du langage ordinaire et dans laquelle j'ai voulu voir qu'il y avait une figuralité et un jeu de force et de motivation totalement analogue à celui de l'usage littéraire du langage et simplement évidemment avec un niveau d'intensité ou de particularité moindre, mais malgré tout avec une plasticité qui ne s'expliquait qu'en faisant appel à un même réseau de concepts. Ouais, là. Tu peux aussi venir ici si tu veux être. Juste sur l'histoire de la rhétorique, c'est Barthes qui raconte ça Oui. au début du précis Oui, que j'ai lu. Alors, c'est peut-être là que je ne savais pas que c'était là. Je l'ai lu autrefois. C'est un texte formidable. Oui, oui. C'est tout au début. Bon, ben, merci beaucoup. J'étais ravie de t'entendre une fois de plus, qui est toujours insuffisant. Et je voulais en fait revenir moi aussi sur la question des submorphèmes, mais d'abord dire que ton allégorie économique, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, je trouve que c'est une manière de reprendre une question qui a été débattue entre autres par Yuri Lothman, la question du transcodage.
mais le reprendre justement dans une situation, disons, existentielle, hein, il y a une expérience du troc, et du coup, ça fait revenir, ça permet aussi d'évoquer les affects, ça permet aussi d'évoquer l'indécision, justement, dont tu parlais à la fin. Hein, il y a et l'indétermination, même si on se décide sur une base indéterminée. Voilà, sur une base partiellement indéterminée. Absolument. Alors, à propos des... Donc, pour continuer avec ce que tu venais de dire, effectivement, tu parles du langage ordinaire. Si on revient à ces submorphèmes, bon, je ne sais pas du tout comment on peut le justifier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces submorphèmes sont une base essentielle pour précisément constituer une diagrammatique littéraire. Oui, et là, on a effectivement le rapport entre le langage ordinaire et le langage littéraire. Bon, et si on se souvient que Lotman définit justement le langage littéraire comme un système de modélisation secondaire qui s'appuie complètement sur le langage ordinaire, on voit bien effectivement comment les langages ordinaires ayant produit ces submorphèmes, comment, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils les ont produits. Et c'est vrai aussi qu'à intervalles réguliers, ça stimule certains chercheurs qui se mettent à chercher du côté de l'origine. Mais enfin bon, je laisse tomber l'origine, ça existe. Et le fait que ça existe, c'est quand même un réservoir. Le fait aussi que ce soit phono-articulatoire, hein, et ça, moi, je reviens sans arrêt sur la dimension articulatoire des phonèmes parce que ça me paraît fondamental et surtout par rapport à tout ce qui est, la manière dont le corps a été réintroduit dans le... C'est la dimension privilégiée dans leur problématique. Bien sûr. Donc, ce phono-articulatoire, ça devient vraiment un point nodal pour précisément, ça peut être le départ d'un diagramme. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Mais ça va permettre, voilà, ça va permettre la distribution, ça va permettre de stratifier, ça va donner en fait une visibilité à d'autres strates qui n'auraient peut-être pas été visibles aussi directement s'il n'y avait pas eu ça au départ. Dans leurs analyses, il n'y a que des submorphèmes éprouvés. Il n'y a pas ceux qui sont institués localement par une œuvre. Il y a juste ceux qui sont... C'est bien. Mais alors le problème, est-ce que les locuteurs d'une langue s'en servent de ces submorphèmes? Peut-être dans des moments d'émotion exacerbée, dans la colère, dans l'extrême joie, l'extrême colère. Il est possible que ces submorphèmes soient utilisés avec une fonction émotive. Mais je pense qu'avec une fonction sémiotique, franchement, moi, je ne vois que l'art pour véritablement construire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire comme on est hanté en général par un objet à traiter, par la thématisation, tout se fond et se dissout, il se résorbe immédiatement. Le moment d'apparition des submorphèmes est si bref et écliptique, voilà. Mais il est là comme soutien, c'est une sorte de base continue. Mais alors, il y a deux choses aussi. Il n'est reconnu que s'il y a déjà une valeur sémiotique en place, qui en soutient la reconnaissance. Sinon, il n'est pas reconnu. C'est pas parce qu'il y a spe quelque part que ça va être spitz. Voilà. Non, tu vois ce que je veux dire? Cette valeur sémiotique, elle repose aussi sur le fait qu'il y en ait plusieurs. Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que si on avait qu'un, ça. Bon. Mais à partir du moment où il y en a plusieurs, ça lui donne une valeur. Qu'on ne sait pas forcément comment interpréter, dont on ne se sert pas forcément dans la langue pragmatique, mais qui est là, qui fait partie des réserves de la langue. Alors, et ça m'amène aussi une chose, c'est que jamais tu n'utilises, toi, je crois, sauf erreur de ma part, le terme de virtuel. On avait renoncé dans l'article qu'on avait écrit avec Victor Rosenthal sur modèle et pensée de l'expression. On avait dit au début, on ne fait pas usage de la distinction virtuelle potentielle. Ça ne nous servait à rien dans cet article-là. Mais évidemment, là, si tu veux, de toute l'intérêt de la notion de virtuel, c'est vers le dégagement de voix différentes. Ça n'était pas nécessairement à privilégier dans ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai décrit avec un peu de précision avec Pierre. Bon, voilà. Mais bien sûr,
Et aussi, il faut voir qu'à l'inverse, quelqu'un comme Deleuze a complètement laissé tomber l'examen de ce qu'il y a de répétitif dans le sens. Ah, écoute, comment dire, l'art pour lui, c'est uniquement ce qu'il y a de nouveau, sinon ça ne... Ah, il le dit même, j'ai oublié. Oui, dans les donc, derniers voilà. ouvrages, c'est vrai, Bon, mais pas c'est dans... pas- Ah, mais bien sûr, mais à un moment, il a complètement laissé tomber et toute sa batterie conceptuelle, et c'est bizarre parce que... Oui, bon, mais là, c'est la fracture de Mille Plateau, enfin, Oui. l'anti-Oedipe qui a cassé en deux absolument. l'œuvre. Il y a avant l'anti-Oedipe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors pourtant, il y a le fait il a utilisé par exemple diagramme pour parler de Foucault, avant d'en faire son propre usage, en faisant son même. Mais c'est pas vrai. Bon, enfin, sans commenter le fait que c'était pas le même. Et Pas du tout. pas du tout, voilà. Et donc à ce moment-là, virtuel est parfaitement adapté à tout ce qui est, comment dire, résurrection ou ouverture inopinée d'une voie sémiotique différente à partir de ressources pourtant déjà éparses, déjà disponibles. Et bon, sinon, je voulais dire aussi pour les submorphèmes, il y a les submorphèmes, si vous voulez, le mot sub tend à en faire des tout petits fragments qui ne dérangent pas le point de vue classique linguistique sur les morphèmes, c'est-à-dire celui qu'on a coutume, comme ça, paresseusement, de préfixes, racines, suffixes, dans pas mal de langues, dans d'autres langues, voilà, vous avez une matrice, les langues sémitiques, par exemple, des matrices consonantiques, et que vous vocalisez par insertion de vocalises différentes suivant les cas, etc. Bon, mais il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les morphèmes d'une façon très créative, avec une oreille presque psychanalytique, c'est François Nemo. Et François Nemo, alors lui, il prend, alors lui, il respecte pas du tout au contraire, c'est-à-dire qu'il met en relation le même, en quelque sorte, il prend un certain morphème, il le décale par exemple, en parélysion, par métathèse, c'est-à-dire en permutant certains éléments, et il le retrouve sans respecter la notion étymologique de morphème. Et c'est parfaitement pertinent. Alors, je vous donne un exemple, hein, si vous voulez. C'est, voilà, donc, il est là. Voilà. Bon, par exemple, est-ce que vous verriez entre frôler et fleurer l'existence afflé, flirter? Voilà, donc il y a du frottement, mais effleuré, pas trop hard. Voilà, donc bon, très connu entre le latin et le grec. Morphe et forme, c'est la même. D'autres aussi, je prends une net. Par exemple, vous avez le morphème qu'on pourrait appeler plus. Vous avez plusieurs, pluriel, plupart. Mais vous avez aussi uplet, un nuplet. Loquet et occlusion, par exemple. Vous avez obstacle et non-obstant. Bon, et pourtant, c'est bon. Donc, il y en a plein comme ça. Écoutez, couler et dégouliner. Donc, donc, il serait dans un dictionnaire assorti de lignages étymologiques parfaitement distincts. Mais en réalité, le passage du C au G, enfin, voilà, et permet rap et rabot. Voilà, etc. Taper, tabasser, quadrat et 4, double et duplicité, fragment et fracture. Tout ça, voilà, donc rap et ramper, grade, graduel, gradient, gradin, grandir. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est une autre façon d'aborder le phénomène qui est très créatif en termes de permutation, de métathèse et d'élision ou d'ajout. Tandis que ceux qui ont travaillé sur les submorphèmes, donc, et qui sont tentés par cette idée de micro-gestes articulatoires, ils ne sont pas tellement intéressés à ça. On a le temps pour une dernière Pardon. question. Ouais. Jacques. Je vais poser ma question à propos des submorphèmes Oui. et donc, comme si on travaillait sur cet aspect des choses, à l'époque où Claude Barbard faisait beaucoup d'analyses de textes politiques, il avait très souvent travaillé sur cet aspect. Moi, ça m'avait beaucoup étonné, mais il recherchait dans les textes la manière dont certains agrégats très problématiques se produisaient, se disséminaient, se recomposaient, etc. Il ne leur donnait pas de nom, mais il essayait d'en faire quelque chose. Alors, c'était aussi à l'époque où on avait commencé à parler de l'isotopie de l'expression. Il y avait des textes d'arriver sur cette question.
Et au bout du compte, il en faisait effectivement quelque chose. Je termine. Je signale simplement que dans ces analyses politiques, il y a du grain à moudre sur ce sujet-là. Moi, je voudrais revenir sur la question de lactance pour te suggérer que l'agonistique n'est pas forcément en dehors de lactance. Hein, d'accord? D'accord. Parce que ça entraînerait, si c'était le cas, une redéfinition de lactant qui serait bien trop restrictive. Particularisante au Oui. milieu d'un ensemble plus vaste. Parce que pour moi, on ne reconnaît pas un lactant simplement parce qu'il va pouvoir s'accrocher à un acteur. On reconnaît un acteur parce qu'on peut lui attacher un rôle lactantiel. Alors, je crois que l'agoniste est intéressant parce qu'il y a des situations d'analyse où on peut analyser, mais on ne reconnaît pas de rôle lactantiel. Dans une interaction, par exemple, il y a des interactants. Mais comment distribuer des rôles lactantiels? Oui, on peut, mais c'est peut-être qu'ils sont trop individués quand on leur. Et peut-être aussi que leur rôle. Par exemple, je pensais au. Justement, c'est l'occasion de poser la question, je ne sais pas. J'ai lu récemment Entrer dans une pensée de François Juillet. Pardon, je t'ai pas laissé terminer. Voilà. Non, mais... Voilà. Bon, et donc, en particulier, jusqu'à plus soif, il commente une phrase du Yiking, un des plus anciens écrits chinois, le livre du commencement, et c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de mythologie ni de pensée du commencement. Il y a une pensée, d'ailleurs, de s'installer dans quelque chose qui a toujours déjà lieu et de bien s'y installer. Et comment il dit, voilà, il traduit par des infinitifs. Et il y a 4 temps: commencer, prendre son essor, tirer profit, se tenir droit. C'est-à-dire amorçage, maturation, moissonnage, régulation. Bon, et donc on voit que c'est typiquement, on dirait, si réalisé avec les moyens qu'on a évoqués là maintenant, on dirait c'est un diagramme déjà, mais sous forme déjà, il y a déjà une articulation, et même déjà bien, voilà. Est-ce qu'on va dire qu'il y a de lactance? Il y a une sorte de processualité fondamentale qui nous est offerte avec l'articulation qui, voilà, et puis c'est tout. Et elle a des étiquettes lexicales qui, évidemment, là, ne sont que des traductions. L'autre. Dès qu'on veut commencer à analyser. Voilà, donc il n'y a plus d'actance. Dès qu'on veut commencer à analyser, sans aller jusqu'à des rôles lactantiels, on repère un certain nombre de propriétés de lactance. Et la notion de structure d'actance, par exemple, est très ancienne en linguistique. Et la structure grammaticale. Oui, grammaticale, bien sûr. Mais la structure d'actance n'est pas la liste des actants. C'est effectivement des diagrammes de force et de position. Oui, chez certains, là, je connais bien citer Petitot, les Bizartins de la dernière période, Maxime Palmier. Chez Rastier aussi, hein, il a travaillé sur les structures d'actance aussi. Alors qu'il est adepte des agonistes aussi de l'autre côté. Oui, oui, c'est le terme qu'il a préféré, mais que je trouve bien choisi, mais qui conserve l'idée d'individualité. Et alors lui, je me rappelle que, je crois me rappeler que dans son premier livre, dans sa thèse, voilà, il avait gardé l'idée qu'il y avait peu d'acteurs. Mais il se permettait de transporter les fonctions narratives plus ou moins épurées, plus ou moins abstraitisées, au niveau donc les rôles potentiels de ce plus haut niveau générique étaient quand même étoffés et variés. Relativement, je dis bien. Il y avait des parcours polémiques, et d'autres qui étaient au contraire harmoniques, j'ai pu oublier. Et c'est comme ça qu'il proposait d'en rendre une esquisse comme ça. Voilà, il se servait de cette esquisse-là et pas d'autres. Mais évidemment, il avait un problème avec le matériel lexical, parce que sa sémantique lexicale ne lui permettait pas de faire valoir des scènes pertinente dans sa sémantique lexicale à ce niveau-là. Donc, il a tout. Voilà. Mais il y avait cette idée de garder l'idée de l'individualité de ce qu'il appelait agoniste, et puis il avait donc des schémas plus ou moins polémiques ou harmoniques qui remplaçaient les rôles, il me semble me rappeler. Ce n'était pas vraiment des rôles, c'était voilà, quelque chose comme ça, un petit montage narratif ou un petit montage. Voilà. Parce que je pense qu'on a à gagner un domaine d'innovation
comme celui de la France, plutôt que de dire, bon, ça ne va pas très bien traiter les problèmes qu'on veut traiter, donc on passe à autre chose. À l'intérieur du domaine de lactance, on va pouvoir trouver à la fois des chaînes culturelles, des universaux, des chaînes singuliers, et qui sont tout à fait de l'ordre du diagramme dont tu évoquais tout à l'heure. Bravissimi, merci beaucoup. Alors, il est 5 heures, on remercie tout notre public et on vous donne rendez-vous au 5 avril avec Jean-François Bordron et Federico Montanari.